Bonjour et bienvenue à une autre audition de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. J'aimerais revenir à ce qui me semble si évident, pas juste pour moi, mais pour tous les gens que je connais qui se sont penchés sur la question. La société souffre d'une maladie, puis cette maladie a plusieurs symptômes. La hausse des frais de scolarité est une des conséquences de cette maladie. C'est un exemple. Mais si nous nous attardons sur cet enjeu, tous les autres symptômes de cette maladie persisteront. Par exemple, les dommages à l'environnement continueront de détruire notre belle boule bleue. Mais si nous nous attaquons à la maladie à sa base, l'environnement, l'éducation et le système de santé, pour ne citer que ceux-là, bénéficieront de cette évolution. La très grande majorité des gens sont insatisfaits du système actuel. En partant, littéralement 99% des habitants des pays en voie de développement aspirent à un monde meilleur parce qu'ils sont exploités et ils en souffrent. En Occident, le pourcentage est sûrement moindre, mais il est évident qu'une majorité, une très grande majorité, est mécontente. Certains sont révoltés contre les politiciens qui nous mentent sans arrêt. On voudrait l'appeler le gouvernement mensonge. D'autres contre la corruption qui les entoure, les pots de vin, les contrats sans appel d'offres, les enveloppes de cash, les nominations d'alliés dans des positions clés, des passe-droits pour la grande entreprise et pour les riches, autant dans la pollution que dans l'évasion des taxes, pour ne citer que ces deux-là. D'autres souffrent de l'écart grandissant entre les riches et les pauvres. D'autres à l'extinction progressive de la classe moyenne. D'autres sont mécontents des dommages fulgurants causés à l'environnement. D'autres sont offensés par des transactions financières opérées à très haute vitesse. D'autres encore sont offusqués devant l'indifférence des gouvernements face au peuple autochtone. La plupart des gens s'indignent de voir nos gouvernements dépenser autant dans le militaire et dans les guerres contre des pays qui ne nous ont jamais rien fait de mal à nous. Ici, il n'y a pas de meilleur terme que dépenser. D'autres voudraient une meilleure éducation à moindre coût, ou même gratuite. Je pourrais continuer longtemps, mais les points omis sont de plus en plus rares. Avec ceux que je viens d'énumérer, on touche aux revendications d'environ 80% des gens, mais j'ai oublié d'inclure la spiritualité et la création de l'argent. Les gens qui, d'après moi, sont les plus conscients, ceux qui ont probablement réfléchi le plus longtemps à la condition humaine, en arrive à la conclusion que la base du système est l'avidité de l'homme. On l'appelle l'ego très souvent. Et je suis parfaitement d'accord. Ça prend une évolution spirituelle pour que l'humanité apprenne le respect des autres et de sa terre-mère, sans quoi elle court directement vers le précipice. Mais pouvons-nous espérer que les milliards d'êtres humains qui meurent de faim apprennent à partager ce qu'ils n'ont pas? Un homme qui a faim n'est pas en train de penser à l'émancipation de l'humanité. Au contraire, il pourrait tuer quelqu'un. Pour ce qui est de la création monétaire, par contre, certains croient que l'argent devrait cesser d'exister, alors que d'autres croient simplement que l'humanité devrait redevenir maître de l'argent et non son esclave. Pourquoi? Je crois personnellement que la question monétaire doit malheureusement venir avant l'émancipation spirituelle. Parce que ça peut se faire à court terme. Et qu'une fois que l'être humain a la nourriture, l'eau potable, les soins médicaux nécessaires et que son environnement est propice à l'évolution plutôt qu'à la destruction, il sera disposé, avec une bonne éducation, à connaître l'émancipation. Lorsqu'on réalise qu'avec plus d'argent en circulation et mieux réparti surtout, l'homme aura la nourriture, l'eau et les soins médicaux dont il a besoin pour se développer et aussi purifier son environnement. De plus, si on analyse les revendications des 80% des membres de la population insatisfaits, on réalise que le manque d'argent est encore le problème. Si les politiciens étaient mieux payés, la corruption serait moins tentante. Les enveloppes devraient être beaucoup plus grandes, ce qui découragerait beaucoup d'hommes d'affaires à essayer de corrompre nos dirigeants. Les politiciens seraient aussi plus enclins à dénoncer leurs corrupteurs. L'écart entre les riches et les pauvres diminuerait car les riches, le fameux 1%,
sont des banquiers ou des actionnaires de banques et d'institutions financières, au cas où vous ne le saviez pas. Il faut comprendre la notion d'exponentialité pour saisir à quel point ils sont riches. Ceux qui croient que les grands pétroliers ou les manufacturiers d'armes sont les plus riches ne maîtrisent tout simplement pas la puissance exponentielle de faire de l'argent avec de l'intérêt sur de l'argent qui n'existe pas et qu'on crée à volonté. Ces gens-là font beaucoup d'argent avec tous les secteurs de l'économie, incluant le pétrole et la vente d'armes. Mais tout ça n'est jamais aussi payant que d'endetter tous les pays du monde en même temps comme ils le font. S'il y avait plus d'argent mieux réparti, la classe moyenne prospérerait. On serait moins dépendant de l'argent des grandes multinationales que nous le sommes présentement de par notre pauvreté rampante. On accepterait beaucoup moins facilement leur argent en échange de pollution légale. De plus, on pourrait créer de l'emploi pour rectifier une partie des dommages déjà faits. On pourrait payer des gens à reboiser, à assainir les eaux des fleuves, des rivières et des lacs. On pourrait engager des agents de préservation de l'environnement en grand nombre pour protéger nos forêts, nos animaux et tout l'environnement. Les peuples autochtones seraient très reconnaissants qu'on nettoie leur terre-mère et la protège enfin au lieu de la détruire sans restreinte. Un merveilleux dicton explique: il n'y a pas une guerre qui n'aurait pas pu être évitée si les faits avaient été étalés calmement devant le commun des mortels. C'est une très bonne citation. Mais les banquiers et leurs principaux actionnaires font tellement d'argent avec la guerre, des sommes faramineuses en fait, que ceux-ci font très attention de ne pas étaler les faits devant un être humain ordinaire. Je crois sincèrement qu'une fois de retour à un système où un gouvernement se prête de l'argent lui-même sans intérêt, il n'aurait pas d'intérêt à faire la guerre. Les dommages causés coûtent cher au gouvernement et aucun intérêt à collecter. C'est pourquoi je suis convaincu que si nous ramenons le ratio de monnaie versus masse monétaire à 1 pour 1, c'est-à-dire que tout l'argent qui existe a un dollar tangible, bien réel qui lui équivaut, les banques ne peuvent plus prêter de l'argent qu'elles n'ont plus, encore moins charger de l'intérêt dessus. Seul le gouvernement, seul le peuple peut émettre la monnaie de papier puis de métal. Les intérêts seront toujours perçus par nous et non le 1%. C'est là que l'humanité deviendrait maître de l'argent nouveau. Elle sortirait de ses chaînes. La banque voudrait te prêter de l'argent, mais pour te prêter de l'argent, elle doit avoir des billets puis des pièces. Si elle n'en a pas, elle doit se tourner vers la Banque du Canada, qui a le monopole de l'émettre. Ça, c'est votre banque, c'est ma banque. Alors, elle va créer cet argent-là, qu'elle va prêter à intérêt à ces banques privées-là, pour qu'elles puissent nous le prêter à nous, le particulier, après. Mais c'est nous, notre banque, qui va collecter les intérêts de ces banques-là, surtout. Alors là, ce qui arrive, c'est que les banques privées deviennent serviteurs et deviennent payeurs d'intérêts à nous plutôt que le contraire. On pourrait utiliser cet argent-là après ça pour toute notre infrastructure. Avec l'argent bien réparti, qui est au service de l'espèce humaine, on pourrait améliorer considérablement la qualité de l'enseignement puis de l'accès à l'éducation, ce qui nous permettrait d'édifier l'être humain vers une émancipation spirituelle où les valeurs de respect, d'amour et de partage prendraient progressivement la place du matérialisme, de la compétitivité et de l'égocentrisme. Mais je vois tellement de documentaires qui discutent de l'importance de la création monétaire et de l'abolition de la réserve fractionnaire récemment que je commence à douter. D'habitude, des enjeux importants passent inaperçus pour la masse. L'information est réprimée, cachée ou ridiculisée. J'ai commencé à m'imaginer que peut-être que notre éveil est planifié. Peut-être que l'élite mondiale désire nous voir exiger un changement radical dans le système financier. Goldman Sachs semble le principal bouc émissaire en plus. Je commence à croire que les banquiers internationaux ont gagé sur l'écroulement de Goldman Sachs, peut-être même de plusieurs banques. Peut-être sont-ils en train de comploter sur leur fameux principe de problème, réaction, solution. Une chose est certaine, l'élite mondiale veut nous imposer un système uniforme mondial.
souvent nommé le nouvel ordre mondial. Pour y arriver, ils devront nous convaincre que le système actuel n'est pas bon, ce qui ne sera pas difficile. Ça, c'est la première partie, le problème. La deuxième partie, la réaction, sera une indignation, une colère, ou même la peur. Puis la troisième étape, c'est la solution. Puis c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. La solution qu'ils vont non pas nous offrir, mais nous imposer, sera indéniablement une solution globale. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour nous imposer des choses comme une banque centrale mondiale. D'ailleurs, le pape nous a fait l'annonce que le Vatican et ses brebis approuvaient cette solution. Mais ça pourrait être aussi une monnaie unique mondiale, et voire peut-être même un gouvernement mondial. Peut-être toutes ces suppositions-là simultanées, ce qui est fort probable. Il faut être solide et solidaire pour ne pas accepter en aucun cas la solution offerte par ces mégalomanes. Nous devons nous orienter vers des solutions différentes d'une nation à une autre. Un système le plus diversifié possible pour chaque territoire, ce qui rendra sa gouvernance ultra compliquée d'un point de vue mondial. Ceux qui comprennent le nouvel ordre mondial savent très bien que des solutions globales, surtout du point de vue économique, sont des pas dans la direction d'une hégémonie mondiale. Nous n'en voulons pas. Non merci. La souveraineté est absolument nécessaire. La France, comme le Québec ou les pays arabes, ont le droit de gérer leur économie comme bon leur semble, sans ingérence de banquiers ou de nations étrangères.